Bonjour, Chu Ganabila. Aujourd'hui, une vidéo pour parler avec vous de l'histoire des Ryukyu et plus précisément de sa noblesse. Alors, certains pensent peut-être encore que au Ryukyu, donc c'est-à-dire ce qui est devenu Okinawa par la suite, il n'y avait que des paysans, des gens sans grade, des gens sans éducation. On est très loin du compte, comme en fait quasiment tous les pays. Les Ryukyu comptaient un État bien organisé, une noblesse très structurée. Si on ne sait pas tout ça, c'est tout simplement parce que les personnes qui ont essayé de parler d'Okinawa en rapport avec les arts martiaux, eh bien, un, n'était pas compétente sur Okinawa tout simplement, deux, n'était pas compétente en histoire, ce qui a conduit forcément à des approximations. Il y a aussi le fait que toutes ces personnes, soit c'était des Japonais, donc ils avaient un peu quand même, on va dire, pas un sentiment de supériorité par rapport à Okinawa, mais presque, et que les Occidentaux, eux, lisaient des livres en anglais qui avaient quoi comme source, je vous le donne en mille, et bien sûr, ces Japonais qui ne connaissent rien sur Okinawa. Alors on en est arrivé donc à des choses tout simplement karaté, art martial pour paysans. Il n'y avait pas d'armes à Okinawa, tout le monde cultivait la terre, on utilisait les sai, les tridancourt pour repiquer le riz, enfin bref, des choses comme ça. Alors donc aujourd'hui, on va parler de l'organisation de la noblesse à Okinawa. Donc c'est-à-dire, ça s'appelait le royaume des Ryukyu par le passé. Alors, bien sûr, en haut de cette organisation, au sommet de cette organisation, on a le roi. Lui, on va dire, il est hors sujet, puisqu'il y a un roi, c'est pas ça qui est si compliqué que ça. Ensuite, nous avons les princes Uji. Avec les princes, aussi importants, nous avons les que je ne dise pas de bêtises, les seigneurs. Voilà, les seigneurs Aji. Uji, Aji. Alors, on les reconnaît avec leur toque, parce que c'est ça que j'aurais peut-être dû dire au début. Les membres de la cour, donc bien sûr c'était que des hommes, portaient une toque de couleur, et la couleur correspondait forcément à leur titre. Donc les princes, eux, avaient, bien entendu, lui le roi n'avait pas de toque, le roi avait une couronne. Déjà c'est la différence avec le Japon par exemple, le Japon l'empereur n'a jamais eu de couronne. À Okinawa, donc Ryukyu, le roi avait bien sûr une couronne. Donc les princes avaient donc une toque rouge brodée de fil d'or. Les seigneurs, déjà ça devient compliqué, il y avait plusieurs couleurs, il y avait rouge, il y avait jaune, brodé également. Et donc ces gens étaient, leur statut était en fait donc membres de la famille royale. Et ils étaient aussi désignés par leur résidence qui s'appelait Udung. Donc familièrement, on évoque les Udung pour parler en fait des princes et seigneurs, quoi. Par exemple, les Motobu, ils sont connus comme Motobu Udung. Voilà. Sans qu'on rentre précisément, est-ce que c'était les princes de Motobu, est-ce que c'était les seigneurs de Motobu, on dit tout simplement Udung. Donc c'est-à-dire c'est pas Mutubu Aji, c'est pas Mutubu Uji, mais tout simplement Mutubu Udung. Ensuite, donc prince, seigneur, là c'est relativement simple encore. Ensuite, nous avons les Uekata. Alors les Uekata, ça correspond à moi, ce que je traduis en français, noblesse de rang supérieur. Et les Uekata, en fait, étaient avec les Peichin classés dans la noblesse supérieure.
Voilà, c'est un peu compliqué entre la dénomination japonaise qui mélange un peu euh, et ce qu'on essaye de traduire en français, parce que bien entendu, tous ces titres qu'on verra après, hein, Uekata, Peichin, Chikudung, Satunushi, ça ne correspond pas à la noblesse, même telle qu'elle existait en Chine. En Chine, on a pu traduire les termes, on avait des ducs, on avait des marquis. Ça ne correspond pas du tout à ça dans la réalité Ryukyu, donc on ne peut pas employer ces termes. Donc, Uekata, noblesse de rang supérieur. Ensuite, on a les Peichin. Donc, les Peichin, eux, avaient une toque jaune, tandis que les Uekata avaient une toque, je regarde ma note comme ça je ne dis pas de bêtises, une toque pourpre. Et de la même façon, enfin de la même façon plutôt, à partir de là, en fait, chaque titre est subdivisé en rangs. Donc vous avez des Uekata qui de premier rang, de deuxième, de troisième, de quatrième. Et pareil pour les Peichin, il y avait également 4 rangs. Donc qui dit noble dit aussi forcément qu'il possédait des terres. Donc en fait c'était le roi qui les dotait de ces terres. Alors c'était soit des villages, soit des cantons. Donc les princes et les seigneurs, eux, évidemment, c'était des cantons. Les nobles de rang supérieur, Uekata, ceux qui étaient de rang, de haut rang, donc de premier rang, et deuxième, et oui voilà, eux, ils avaient aussi des terres, et les Uekata de troisième et quatrième rang, eux, malheureusement pour eux, c'était déjà que des villages. Il en allait de même pour les Peichin, ils ne recevaient donc que des villages, et même les Peichin donc de dernier rang, eux ne possédaient rien du tout. C'était simplement des fonctionnaires de cour. Ensuite, on quitte, on va dire, le haut du panier pour arriver avec les Satunushi et les Chikudung. Alors, les Satunushi et les Chikudung avaient des toques jaunes et ils étaient en fait dans ce qu'on appelle la noblesse commune. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de... Donc oui, non pardon, c'était pas les Satunushi et les Peichin, c'est les Satunushi Peichin et les Chikudun Peichin. Donc qui en fait sont avec ces Peichin, donc cette noblesse de rang intermédiaire. En fait, ce qu'on désigne par Peichin, c'était vraiment les nobles qui étaient quasiment les plus nombreux, donc forcément à l'intérieur il y avait encore des subdivisions, donc comme on vient de dire, Satunushi Peichin et Chikudun Peichin, qui avec les Peichin donc formait la noblesse, traduite en français, la noblesse de rang intermédiaire. Voilà. Ensuite, là, on est maintenant dans la noblesse de rang inférieur avec les Satunushi tout court et les Chikudun tout court. Il n'y a que 2 rangs dans chacun de ces titres. Donc on avait les Satunushi de premier rang et les Satunushi de second rang, et pareil pour les Peichin. J'ai dit non, ils avaient des toques rouges et ne possédaient rien non plus, hein. Pas de dotation de terre. J'ai oublié de dire que les Uekata et les Peichin, eux, possédaient des résidences qui étaient nommées Tunchi. C'est aussi pour ça qu'on peut tout simplement désigner, par exemple, s'il y avait le Osato Peichin, on pouvait aussi très bien le désigner comme Osato Tunchi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? En fait, là pour les toques, j'ai pas tout cité parce que de toute façon c'est un peu compliqué, selon certaines qui sont brodées. Est-ce qu'il y a des déclinaisons de couleurs plutôt, on va dire, pas pastel, mais presque, en tout cas des couleurs vives, des couleurs sombres?
Mais il y avait quand même 11 couleurs de toques. C'est déjà pas mal. Alors qu'à l'origine, on va dire, du royaume tel qu'on le connaît, il n'y en avait que 5-6. Donc au fur et à mesure, avec le temps, bien entendu, les titres, les grades, les rangs se sont complexifiés. Il y avait de plus en plus de monde, il fallait ordonner tout ça. Et on en est arrivé à ces 11 couleurs de toques qui permettaient au premier coup d'œil de savoir qui était qui, en fait, tout simplement, bien entendu. Juste pour finir, oui, donc en fait, le royaume des Ryukyu a commencé, on va dire, réellement en 1406. 1406, quand un dénommé Shohashi, vous avez peut-être déjà croisé son nom, Shohashi, en fait, il a mis son père, Shoshisho, sur le trône. Voilà. Lui, en fait, Hashi, c'était tout simplement un seigneur qui s'est dit, bah, je vais devenir roi, mais pour un peu faciliter les choses, il a d'abord mis son père sur le trône. Il a créé donc la première dynastie des Shō, vu que son nom personnel chinois, bah, vous voyez, c'était Shō. Et en 1429, lui est devenu roi. Il a unifié vraiment toutes les îles qui forment les Ryukyu, en tout cas toute l'île principale. L'île principale d'Okinawa a été unifiée. Et donc, on parle vraiment à partir 1429, c'est le début du royaume en tant que tel. La première dynastie des Shō a duré jusqu'à la fin, jusqu'à 1469. 1469, là c'est un autre roi qui est arrivé, qui lui a créé la seconde dynastie des Shō et qui a duré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin donc, du royaume en 1879, donc ça a duré, vous voyez, plus de 400 ans. Voilà, donc c'était un peu pour revenir avec vous sur la complexité, sur l'originalité de la noblesse des Ryukyu, donc ce qui a donné Okinawa. Quand on se penche un peu sur les peu de documents qu'il y a sur les maîtres du passé, on se rend compte que c'était quasiment tous, vous voyez, ils ont tous le titre de Peichin, ils ont tous le titre de Uekata. Il n'y avait pas de paysans qui se battaient. Et de la même façon, ces gens, ces nobles, maniaient les armes, que ça pouvait très bien être des sabres ou d'autres armes, comme le bâton, comme les sailles, qui ne sont pas des armes de paysans, bien entendu, qui sont des armes comme les autres, qui sont apparemment moins, on va dire, sophistiquées, développées peut-être que le tir à l'arc, que l'arc et puis la flèche, moins développées que le sabre, avec bien entendu les différentes techniques de forge et après de maniement de l'arme en elle-même. Voilà, enfin, de façon totalement objective, il y avait une noblesse et le karaté, pour faire simple, n'était pas un art, une activité de paysans, de gens sans possession, sans richesse, sans situation, mais au contraire, c'était plutôt l'apanage de cette noblesse dont j'ai essayé un peu de détailler la complexité, même si c'est resté superficiel, c'est une vidéo YouTube, pour que vous vous fassiez un peu une idée un petit peu plus claire de la situation. Voilà, bien, ça fait déjà pas mal de temps que je parle, je pense que c'est déjà bien. N'oubliez pas, si vous voulez découvrir Okinawa et surtout sa culture, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les Tamanaha de Shuri. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais, lisez Karaté et Kobudo à la source, les arts martiaux okinawanais maintenant. Donc, comme le dit le sous-titre, c'est pas un livre historique, c'est un livre contemporain pour justement comprendre à quoi correspondent les arts martiaux okinawanais à l'heure actuelle. Et bien voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.